Quels sont les enjeux politiques autour de ce principe méthodologique, à savoir la neutralité axiologique? Comment penser les questions de société au regard de ce principe fondamental dans les sciences sociales? Pour rappel, dans un premier temps, on l'a défini, cette neutralité axiologique. Dans un deuxième temps, on l'a critiquée, on l'a défendue en même temps. Dans un troisième temps, on s'est défini une méthodologie pour pouvoir tendre vers la neutralité axiologique. Et ici, dans un quatrième chapitre, on va parler de quelques enjeux autour de la neutralité axiologique, des enjeux politiques, des enjeux de société. Premièrement, mesdames et messieurs, la neutralité axiologique en tant que principe méthodologique dans les sciences sociales est souvent confondue avec la neutralité en tant que principe de gouvernance, notamment dans nos sociétés bureaucratiques qui cherchent d'impartialiser les relations, dans nos sociétés multiculturelles qui cherchent la diversité culturelle. Parfois, on confond la neutralité axiologique comme principe méthodologique avec une neutralité d'ordre politique. Il est important de bien distinguer la neutralité axiologique méthodologique de la neutralité politique de gouvernance parce que ces deux choses sont différentes. La neutralité axiologique, elle est véritablement plus radicale. Elle prend les êtres humains quelquefois pour des choses. C'est un principe de traitement de données. Et ces données, ce sont entre autres les comportements des êtres humains. La neutralité axiologique est quasiment illimitée. Alors je dis quasiment parce que, on l'a bien dit précédemment, il nous faut un contour, même pour notre neutralité axiologique comme principe méthodologique. Il nous faut des limites. Néanmoins, la neutralité en tant que principe de gouvernance, non, pas du tout. C'est une neutralité beaucoup plus limitée. Enfin, c'est même pas une neutralité en soi, parce que derrière cette neutralité, il y a une véritable idéologie, à savoir faire vivre des individus qui sont issus des cultures différentes, à savoir rationaliser nos organisations grâce à la bureaucratie. Donc, il faut bien comprendre que les sociétés meurent sans idéologie. Nous avons besoin des idéologies, nous avons besoin des valeurs. Et on ne peut pas gouverner avec la neutralité axiologique comme principe méthodologique, qui vous mettre de côté, pour autant que faire se peut, les valeurs. Prenez bien que si vous voulez gouverner les individus avec la neutralité axiologique comme principe de gouvernance, vous tombez dans un esprit scientiste. Comprenez bien que la finalité de la neutralité est de produire un discours qui correspond pour autant que faire se peut au réel, tandis que la finalité de la neutralité comme principe politique est d'impartialiser les relations et la justice et de faire vivre ensemble les individus. En tout cas, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Le deuxième principe que j'ai envie de souligner dans ces considérations supplémentaires au sujet de la neutralité axiologique, mesdames, messieurs, c'est le fait que la neutralité axiologique est notre garde-fou. Et nous devons défendre cette neutralité axiologique. Alors vous pouvez appeler cette défense de la neutralité axiologique comme une sorte de militantisme, là où François Héran voit dans l'antimilitantisme une sorte de militantisme. Mais nous avons besoin de cet antimilitantisme militantiste. Nous avons besoin de ce garde-fou. Nous avons besoin de ce garde-fou pour expliquer et comprendre les autres militantismes. Sinon, mesdames, messieurs, on entre dans l'ère de tout est bon, où il n'y a plus de hiérarchie que le sens commun, le sens le plus spontané de toute une série de catégories d'acteurs, avec des divergences idéologiques pour dire ce que c'est la vérité, pour expliquer et comprendre le réel. Et ce phénomène est particulièrement amplifié même par les réseaux sociaux, par les médias alternatifs. Nous avons plus que jamais besoin de la neutralité axiologique comme garde-fou. L'exemple des débats autour de Sciences Po n'en est qu'à ses débuts. L'idée de la neutralité axiologique nous permet d'avoir un débat autour des autres idées. Sans ce garde-fou, les autres idées ne vont que s'extrémiser de plus en plus. Nous avons besoin de la neutralité axiologique comme un garde-fou, à l'image de notre besoin de la violence légitime. Cette violence légitime permet aux autres violences d'entrer dans un processus de civilisation et de s'exprimer dans des rapports concurrentiels et ainsi devenir plus constructives.
Sans la neutralité axiologique, l'idée même d'un débat est mise à mal. Sans la neutralité axiologique, l'institution scientifique, mesdames et messieurs, se désinstitutionnalise. Vous savez, pourquoi pas? Après tout, on pourrait se dire, pourquoi pas? Oui, la famille s'est désinstitutionnalisée et on n'est pas mort. C'est une véritable question de société, puisque sans cette neutralité axiologique, c'est la confiance de l'opinion publique, c'est la confiance des individus envers la science et l'expertise qui est particulièrement visée, qui se détériore jour après jour. Une relation de confiance qui est petit à petit remplacée par une relation de méfiance vis-à-vis des recommandations scientifiques. Et figurez-vous, toutes les sciences en prennent un coup. Si de nos jours, on a encore des gens qui peuvent croire que le changement climatique est une véritable réalité scientifique, c'est grâce à leur croyance en la neutralité axiologique des scientifiques. Comprenez bien que demain, sans la neutralité axiologique, les vérités les plus évidentes seront mises à mal. Nous ne devons pas détruire notre dernier Dieu. Nous ne devons pas détruire la confiance des individus dans l'institution scientifique. Et ceci n'est possible que grâce à ce garde-fou qu'on appelle la neutralité axiologique. Nous devons préserver, organiser, protéger notre neutralité axiologique. La neutralité axiologique comme principe méthodologique devrait être une préoccupation politique pour l'organisation des universités, des institutions qui représentent la science. Alors jusqu'à maintenant, on a dit deux choses. Premièrement, on a parlé de l'importance de distinguer la neutralité axiologique comme principe méthodologique de la neutralité comme principe politique. Deuxièmement, on a parlé de l'importance de préserver la neutralité axiologique comme un garde-fou dans un contexte de la montée des incertitudes. Troisièmement, je vais parler de la cohérence des anciens, mesdames et messieurs. Et par la même occasion, je vais très brièvement, souligner l'incohérence d'une certaine catégorie d'études dans les sciences sociales. Alors, je précise un élément, c'est que mes propos risquent d'être difficiles à comprendre, surtout si vous n'avez pas de bonnes bases épistémologiques et méthodologiques. Je vais malgré tout d'essayer de rester bref et d'aller droit au but. Bien sûr, il y aura probablement d'autres vidéos qui vont venir compléter, détailler mes propos à ce sujet. Très brièvement, mesdames et messieurs, il y avait une certaine cohérence auprès des anciens, notamment auprès du positivisme d'Urkheimia, qui considérait que oui, il nous faut de la rupture épistémologique, il nous faut des données parfaitement objectivables, il faut prendre les faits sociaux pour des choses, et ainsi, il faut que la science puisse nous expliquer les réalités sociales, et grâce à cette objectivation que nous pouvons nous permettre d'instrumentaliser la sociologie pour le progrès social. Si vous voulez, si on insiste sur le fait qu'il faut prendre les faits sociaux pour des choses, c'est pour pouvoir se donner la légitimité rationnelle de prescrire dans le monde politique ce qu'il faut faire. Parce qu'on connaît les causes. Dans une telle approche explicative, en effet, on a un certain nombre de paramètres parfaitement objectivables. Donc, le sociologue peut se permettre un engagement politique puisqu'il a les chiffres. C'est aussi simple que ça. Et de l'autre côté, il y a une parfaite cohérence entre les considérations antipositivistes de Max Weber, qui considère que les sciences sociales ne peuvent pas être comme les sciences exactes, comme la physique, et ce sont des sciences de la culture, et il nous faut avoir une approche compréhensive. Nous pouvons que comprendre les conditions favorables, et il y a une parfaite cohérence dans ces considérations avec la conception de la neutralité axiologique. Si dans une approche compréhensive, on fait appel aux méthodes qualitatives, on a un regard diachronique, c'est-à-dire un regard historique, et on est face à toute une série de données historiques et infalsifiables, il devient nécessaire et indispensable de respecter la neutralité axiologique. Si vous voulez, la neutralité axiologique est particulièrement un garde-fou
pour les méthodes qualitatives. Si vous êtes un positivisme durkheimien, vous considérez que la science devrait pouvoir permettre l'émancipation des humains, le progrès social, mais vous allez chercher des chiffres parfaitement objectivables et quantifiables pour rendre légitimes vos prescriptions politiques. Et de l'autre côté, si vous avez un penchant pour les méthodes qualitatives et vous voulez récolter des données pour bien comprendre les phénomènes en profondeur, dans ce cas-là, il vous faut la neutralité axiologique, sans quoi la légitimité de votre discours est mise à mal. Parce que votre discours est un discours interprétatif et pas du tout explicatif. Et de manière parfaitement cohérente, dans la continuité des considérations épistémologiques de Max Weber, vous considérez que non, il n'y a pas de cause unique, il n'y a que des conditions favorables, je tente de comprendre ces conditions favorables et je ne me permets pas de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce que je ne connais pas la cause, parce que les sciences sociales ne sont pas comme des sciences de la nature. Et la neutralité axiologique est un principe indispensable puisque je ne connais pas les causes, je n'ai pas les chiffres, je n'ai que des interprétations qui me permettent de comprendre le réel. Très bien, on l'a compris, c'est-à-dire que l'engagement politique est justifié auprès d'Émile Durkheim parce qu'il a les chiffres. Et l'engagement politique du scientifique n'est pas justifié auprès de Max Weber parce qu'il considère que non, les sciences sociales devraient s'intéresser à toute une série de données inchiffrables. Le problème avec certaines catégories d'études, c'est qu'on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on fait appel à un certain nombre de méthodes qualitatives pour décrire et comprendre le réel, et ensuite on utilise les résultats avec un esprit explicatif, voire prescriptif avec son engagement politique. En gros, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et après, on joue l'étonné en disant « Oui, mais je ne comprends pas, l'accusation du wokisme, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça signifie le wokisme ?» L'accusation du wokisme vient justement du fait que nos bases de données sont des bases super intéressantes, mais qui ne pourraient pas légitimer un abandon de la neutralité axiologique. L'abandon de la neutralité axiologique ne peut être soutenu que par une rupture épistémologique. En gros, mesdames et messieurs, dans toute une série de courants d'approches dans les sciences sociales, notamment les subalternes, disability studies, l'approche intersectionnelle, si on veut éviter les accusations du wokisme, la moindre des choses, c'est de privilégier de plus en plus les études quantitatives, d'appuyer nos analyses sur des bases objectivables et pas uniquement sur des études de cas qui restent malgré tout inobjectivable, infalsifiable. La neutralité axiologique est indispensable aux recherches qualitatives. Et dans la démarche durkheimienne, dans la démarche bourdieusienne, il y a une cohérence entre les données quantitatives et objectivables et l'engagement politique. Attention, mesdames et messieurs, je donne l'exemple de Pierre Bourdieu, mais en réalité, les choses sont un peu plus complexes. Il existe plusieurs Pierre Bourdieu. On verra ça dans une leçon consacrée à Pierre Bourdieu. Mais c'est vrai que l'exemple d'Émile Durkheim est plus cohérent. Le quatrième point au sujet des enjeux autour de la neutralité axiologique est le fait qu'il faut prendre conscience que, grosso modo, les défenseurs de la neutralité axiologique sont davantage d'orientation politique à droite, alors que ceux qui critiquent la neutralité axiologique se situent davantage à gauche de l'échiquier politique. À commencer par Max Weber et Émile Durkheim, homme de droite et homme de gauche. La position des individus vis-à-vis de la neutralité axiologique n'est pas souvent neutre politiquement, avec la problématique à la mode de ce que c'est le wokisme. À droite, on appelle du wokisme ce qu'à gauche, on appelle de l'intersectionnalisme. Le cinquième point, mesdames, messieurs, c'est un point très important à mon sens, puisque quand on parle de la neutralité axiologique et on essaye de défendre la neutralité axiologique, comprenez bien que, oui, on avait dit que c'est un principe éducationnel, n'est-ce pas? Et que quand on parle de l'éducation, il y a effectivement l'éducation secondaire, supérieure. Il faut bien comprendre que dans le développement psychologique des individus, il est parfois important de pouvoir commencer le travail de la critique, un véritable travail analytique, scientifique dans l'esprit des individus à partir d'une certaine maturité.
d'une certaine maturité intellectuelle. Notamment, je considère personnellement que jouer à la neutralité axiologique au niveau primaire, certainement pas. Au niveau secondaire, ça dépend à partir de quel âge, mais c'est plutôt au niveau supérieur que cela devrait se permettre et se justifier. En d'autres mots, défendre la neutralité axiologique auprès des enfants, non, ce n'est pas du tout légitime politiquement. Alors ici, en l'occurrence, de mon point de vue. Par contre, là où la neutralité axiologique est indispensable, c'est pour le développement de la réflexion critique sur le plan universitaire, sur le plan des études supérieures. C'est un véritable enjeu de société que de se définir, oui, à partir de quand, à partir de quel âge on peut se permettre de jouer à la neutralité axiologique. Donc il est tout à fait légitime que l'enseignant au niveau primaire et secondaire ne joue pas à la neutralité axiologique et ne respecte pas ce principe éducationnel qui concerne davantage les études supérieures. Le septième point que j'aimerais bien souligner à propos des enjeux autour de la neutralité axiologique, c'est que, mesdames et messieurs, parfois la défense de la neutralité axiologique peut être uniquement une imposture, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que on défend l'idée de la neutralité axiologique qu'on la respecte, et quelquefois, il faut bien l'avouer, que ce n'est pas parce qu'on la critique qu'on ne la respecte pas. Et ça, il faut prendre conscience de l'instrumentalisation des acteurs de ces étiquettes. Vous pouvez vous habiller avec des codes très religieux, être un monstre à l'intérieur de vous-même, ou même vous habiller de manière pas du tout conforme aux prescriptions religieuses et être un ange. L'habit, ici en l'occurrence, la défense de la neutralité axiologique, ne fait pas le moine, ne fait pas le scientifique en soi. Ce n'est que dans les analyses, dans la description des données, dans le choix des études, des orientations de recherche qu'on pourrait repérer véritablement le respect de ce principe. Le huitième point, qui est en relation avec le septième point, c'est qu'il ne faut pas confondre la neutralité axiologique par intérêt clientéliste avec la neutralité axiologique par valeur méthodologique. Vous avez effectivement parfois un intérêt à jouer à la neutralité axiologique. Ainsi, vous permettez d'avoir un maximum de clients, de récepteurs qui épousent votre discours. Parce qu'en réalité, avec votre neutralité axiologique, vous produisez la langue de bois. Et le discours scientifique, justement, de par son niveau d'abstraction, permet particulièrement cela. Ainsi, si vous ne vous positionnez pas par rapport à tel ou tel événement de manière claire, c'est par intérêt économique, c'est par intérêt tout court. N'oubliez pas que la véritable neutralité axiologique n'a pas peur de perdre ses clients. Alors cette neutralité axiologique de type clientéliste, on la retrouve souvent auprès des médias d'information. Attention, ici on n'entre pas dans le champ des études de communication sur les médias et sur la manière dont les médias devraient se comporter, non pas du tout. On est en train de parler de la neutralité axiologique comme principe méthodologique. Notre propos est le suivant. Un certain nombre de médias d'information jouent à la neutralité axiologique clientéliste, c'est-à-dire par intérêt, notamment dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, de par le fait que, par exemple, les médias belges, face à une population de confession musulmane, ont un intérêt à être axiologiquement neutres dans la diffusion des informations autour de cette thématique. Et vous savez, tant mieux, hein, on n'est pas en train de dire que oui, les acteurs ne devraient pas avoir des intérêts clientélistes, pas du tout. Mais on est en train juste de faire la distinction entre une neutralité axiologique clientéliste et une neutralité axiologique véritable qui n'a pas peur de perdre ses clients. On comprend tout à fait que les médias d'information pourront jouer à la neutralité axiologique clientéliste, et c'est dans leur intérêt, et il n'y a aucun mal à ça. Nous discutons tout simplement de cet élément pour bien distinguer une véritable neutralité axiologique par valeur méthodologique d'une neutralité axiologique clientéliste. Et être clientéliste en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de quel domaine vous parlez. Ici, en l'occurrence, nous discutons, on va dire, de cette valeur de la neutralité axiologique dans le champ scientifique.
Le 9e point que j'aimerais bien soulever concernant les enjeux autour de la neutralité axiologique, c'est que, mesdames et messieurs, la neutralité axiologique, elle pourrait être une piste formidable de réenchantement de notre monde rationalisé, disons plutôt hyper rationalisé. Bien évidemment, pour comprendre mes propos, il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire par expliquer le processus de rationalisation du monde et de désenchantement du monde rationalisé auprès de Max Weber. Néanmoins, je vais essayer d'être bref pour être compris brièvement, bien qu'il y aura d'autres leçons à ce sujet. Le processus de la rationalisation du monde, en particulier occidental, est un long processus historique qui fait que de plus en plus des domaines de la vie, des activités de la vie quotidienne sont régis, sont réfléchis, sont légitimés, sont pensés en fonction d'une rationalité instrumentale. Une rationalité qui, avec l'usage de la raison, calcule ses moyens, réfléchit à ses buts, à ses finalités, ajuste ses finalités en fonction de ses moyens, établit des plans, établit un certain nombre de paramètres parfaitement mesurables, parfaitement identifiables pour atteindre ces finalités définies et ajustées. Et cela dans de plus en plus de domaines de la vie quotidienne, c'est-à-dire non seulement au sein du monde scientifique, mais également au sein du monde politique, au sein du monde de la famille, au sein du monde religieux, au sein du monde artistique et que sais-je. Ce processus pousse entre autres les individus à devoir justifier leurs valeurs, leurs convictions par un raisonnement rationnel. Et ce processus de rationalisation est corollaire avec un autre processus qu'il appelle le désenchantement du monde, qu'on peut traduire comme la démagification du monde, c'est-à-dire l'abandon des croyances, des rites, en tout cas tout ce qui ne relève pas de la raison rationalisée. Alors une fois qu'on a dit cela, on comprend mieux pourquoi nous, les modernes, on a ce besoin instantané, instinctif, inscrit dans notre habitus, de devoir justifier rationnellement nos valeurs, nos convictions. La neutralité axiologique, justement, elle nous permet de pouvoir défendre nos valeurs sans qu'on ait besoin de les rationaliser. La neutralité axiologique nous permet, entre autres, de distinguer le registre rationnel, analytique du registre valoriel et axiologique en disant non, je n'ai pas forcément besoin de rationaliser mes valeurs et mes valeurs elles peuvent garder leur caractère, si vous voulez, fou, leur caractère magique, leur caractère convictionnel, leur caractère pas du tout rationnel, parce qu'il s'agit des valeurs. Je reprends les exemples que j'avais donnés précédemment. Si vous considérez qu'il faudrait accueillir des réfugiés parce que cela relève de vos valeurs, parce que vous voulez défendre les droits humains, vous n'allez pas réfléchir à des questions de taux de chômage. Vous n'allez pas dire oui, mais c'est pas rationnel parce que on a un taux de chômage de 20% pour notre population. Non, la question ne se pose pas. Vous dites il faut accueillir ces réfugiés parce qu'il s'agit des valeurs que je suis en train de défendre. Je ne suis pas en train de regarder mes intérêts en termes de taux de chômage. Donc vous défendez des convictions fortes ou vice-versa, c'est-à-dire qu'on vient vous dire que l'immigration est un vecteur pour votre économie, pour votre croissance économique et que dans vos valeurs, vous voulez préserver votre identité nationale, votre homogénéité culturelle, valorielle et ainsi vous fermez les yeux sur un calcul rationnel et vous n'adaptez pas vos valeurs en fonction de vos intérêts. Et dans un esprit dogmatique, même si cela vous coûte cher économiquement, vous fermez vos frontières, vous sortez de l'Union européenne, que sais-je encore. En tout cas, vous vous comportez comme un fou aux yeux des rationnels, des calculateurs. Comprenez, mesdames, messieurs, que c'est grâce à la neutralité axiologique que vous pouvez jouer à ce jeu complètement schizophrénique. C'est grâce à la neutralité axiologique que vous pouvez faire des analyses rationnelles détachées de vos valeurs. D'un côté, vous faites des analyses rationnelles et vous observez que oui, le taux d'immigration et le taux de délinquance sont en corrélation. Mais pourtant, de l'autre côté, vous allez défendre la question migratoire pour des questions de droits humains.
parce qu'il s'agit d'une conviction forte, et cela coûte que coûte. Et de l'autre côté, à droite de l'échiquier politique, même si vous analysez et dans vos analyses rationnelles, vous vous rendez compte que l'immigration est un vecteur de croissance économique, l'immigration n'est pas la cause de la délinquance, et malgré tout, dans le registre valoriel, pour défendre vos valeurs, pour défendre votre identité nationale, vous dites non, je ne veux pas de cette immigration de manière schizophrénique. Vous changez de posture. En d'autres mots, vous ne devez pas forcément devoir justifier vos actions politiques par un raisonnement rationalisé. Et ainsi, vos raisonnements rationnels ne sont plus à la merci de vos valeurs. Et vos valeurs ne sont pas à la merci d'un raisonnement rationnel. C'est une véritable piste de réenchantement de notre monde hyper rationalisé. Pour le 10e point, au sujet de la neutralité axiologique, je vous propose de faire un rapprochement entre ce concept méthodologique et le concept de symétrie connu particulièrement auprès des anthropologues, notamment Lévi-Brühl, Bruno Latour. Et il y a effectivement dans la sociologie pragmatique un principe fondamental dont on discute longuement, à savoir la symétrie. Notre neutralité axiologique est en réalité une véritable porte d'entrée à une neutralité encore plus profonde, à savoir la neutralité épistémologique qu'on traduit en termes de symétrie. Une neutralité, une symétrie dans la manière de traitement conceptuel des êtres humains et des êtres non humains, de ce qui relève de la nature, de ce qui relève de la culture. En d'autres mots, la neutralité épistémologique traduite en termes de symétrie nous impose qu'on n'accorde pas une importance privilégiée au social pour expliquer le social. Il faut également prendre au sérieux les objets, le monde naturel, et ainsi ne pas tomber dans un sociologisme qui ne cherche qu'à expliquer le social par le social. Alors ceci entre en contradiction avec notre précepte durkheimien de base, mais oui, en effet. Alors je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus parce que ça ouvre un très grand chapitre et ce n'est pas le lieu de notre leçon actuelle sur la neutralité axiologique. Pour finir, je vous propose de traduire la neutralité axiologique tout simplement en termes d'une honnêteté intellectuelle. Bien évidemment, elle n'est pas que ça, hein. Néanmoins, pour avoir une appréhension assez simple et quelquefois simpliste, je vous propose de la traduire en termes d'honnêteté intellectuelle, comme un principe éthique pour les chercheurs dans les sciences sociales. L'éthique de la neutralité axiologique. C'est votre boussole vers l'objectivité. Une boussole, mesdames et messieurs, qui guide de moins en moins le style des scientifiques dans les sciences sociales. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt.